500 000 employés, hein, et sur les 500 000 employés, il y en a 65% donc, qui travaillent au sein d'entreprises totalement exportatrices. Alors, est-ce que les entreprises exportatrices, maintenant, elles font mieux en moyenne que les entreprises non exportatrices? Eh bien oui, elles font mieux. Donc, si je compare les deux, vous voyez, par exemple, pour l'industrie textile, si je prends une entreprise totalement exportatrice, donc en moyenne, le chiffre moyen de l'emploi est de 106 employés, alors qu'une entreprise non totalement exportatrice, donc elle emploie uniquement 55. Donc le phénomène, pratiquement, il est le même dans tous les secteurs, l'industrie chimique, dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie électrique, électronique, partout. Donc on est certain que la croissance est un facteur, donc l'exportation est un facteur de croissance, mais aussi c'est un facteur de création d'emplois. Maintenant, pour les entreprises étrangères, donc sachant que pratiquement 80% des exportations sont réalisées par des entreprises, soit des entreprises étrangères, soit des entreprises à capital étranger, dans le secteur industriel. Donc si on regarde donc les entreprises étrangères dans tous les secteurs, donc il y a une concentration, bien évidemment, dans le secteur de l'industrie, donc pour l'IDE, pour les emplois, bien évidemment. Par contre, en termes de valeur, les IDE ciblent plus particulièrement l'énergie. Donc si vous regardez, par exemple, il y a 60% des investissements ciblent le secteur énergétique, mais le secteur énergie, donc sa part dans l'emploi par les entreprises étrangères ne représente que 0,1%. D'accord? Pour l'industrie manufacturière, donc il capte pratiquement 26% des IDE, hein, et il représente 8,4% des emplois. Donc si on regarde la création des emplois par les entreprises étrangères, le plus gros est réalisé dans le secteur industriel, pratiquement près de 90%. Hein. Donc vous voyez, donc, les 10%, ça représente quoi? Ça représente donc l'effectif employé par les entreprises étrangères en Tunisie, d'accord, et sur les 10%, il y en a pratiquement 8,4% qui sont réalisés dans le secteur industriel. Alors, la question que nous sommes posée tout à l'heure, est-ce que l'entreprise exportatrice fait mieux ou moins par rapport à l'entreprise non exportatrice? Bon, on s'est posé aussi cette question pour les entreprises offshore. Est-ce que les entreprises offshore font mieux, hein, ou font moins par rapport aux entreprises donc, locales? Donc, globalement, donc, on voit très bien que le chiffre il est plus intéressant pour les entreprises offshore, donc, en comparant bien évidemment donc, les effectifs. Hein, l'effectif moyen dans l'onshore, par exemple dans le secteur des industries mécaniques métallurgiques, c'est 59. Par contre, dans l'onshore, c'est 62. C'est moins. Pareil pour l'industrie électrique électronique. Par contre, la relation elle est inverse dans les autres secteurs. Mais globalement, le offshore, en moyenne, le offshore, donc il crée 112 emplois donc, par entreprise. Par contre, le onshore, donc il crée uniquement 69 emplois. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir sur les causes de la réussite des PME. Donc, quelles sont les faiblesses maintenant donc, de la structure industrielle en Tunisie? Donc, on le voit très bien, c'est les secteurs à faible valeur ajoutée. Mais pire encore, les IDE donc attirés, c'est des IDE hein, qui ne se positionnent pas dans les secteurs à haute technologie. Et nos exportations ne sont pas à forte intensité technologique. Donc la Tunisie, par exemple, on le voit très bien ici, pour les secteurs high-tech, donc la part des exports, c'est uniquement 4%. D'accord? Pour l'attraction des investissements directs étrangers, elle n'attire, dans la région MEDA, elle n'attire que 7% des IDE dans les secteurs à haute technologie. Vous voyez, donc on est très loin des Marocains, donc ils attirent pratiquement 20%, et encore très loin d'Israël, donc ils attirent pratiquement 33% des IDE. Donc là, il y a un travail à faire donc pour donc cibler donc les IDE donc à haute technologie. Et donc la question que je me pose, est-ce que le Tunisien n'est pas suffisamment innovateur? Est-ce qu'on ne fait pas suffisamment de R&D au sein des laboratoires de recherche? Est-ce que donc les qualifications ne correspondent pas donc, réellement donc, aux besoins du marché? Donc en regardant les chiffres, hein, on n'est pas si mal que ça. Pourquoi? Parce que la Tunisie se positionne très très bien, par exemple, en nombre de chercheurs, ou aussi en termes de R&D par rapport au PIB. On a le taux le plus élevé.
1,25% donc du PIB consacré à la R&D. Mais malheureusement, la R&D est essentiellement publique. Donc le privé ne fait pas suffisamment de recherche et développement. D'ailleurs, c'est ce qui explique le taux de brevetabilité qui est très bas. Là, j'ai mis un chiffre, en 2008, nous avons déposé uniquement 26 brevets. Si je compare avec la Corée du Sud, en 2008, ils ont déposé combien? 5000 brevets. Vous voyez, donc, on est très loin en termes d'activité de recherche-développement et en termes de brevetabilité des innovations. Voilà, donc pareil, donc les chercheurs nombreux. Un dernier point très très important qui est au cœur aujourd'hui de la stratégie, donc à moyen et long terme en Tunisie, c'est la situation de l'innovation. À partir de l'enquête innovation, donc je vais vous dire quelques chiffres. Enquête innovation qui a été réalisée par le ministère sur la période 2003-2005. R&D sur chiffre d'affaires 0,12%. Les entreprises qui ont un budget de recherche et développement, il n'y en a que 5,7%. Les entreprises qui ont un département de R&D, il y en a 2%, département de recherche et développement. Le taux de brevetabilité auprès des entreprises enquêtées, il y en a 3,6%. Au niveau de la coopération, donc, alors là, donc, les chiffres sont catastrophiques. Donc, peu de coopération donc, avec le tissu des laboratoires, les centres de recherche et bien évidemment donc, les organisations donc, internationales. Donc les questions qu'on se pose donc, à partir de là, c'est deux types de questions. Donc, des questions sectorielles. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos secteurs stratégiques, le secteur agricole? Qu'est-ce qu'on va faire à court terme et à long terme? Deuxième question, le secteur industriel, donc un nouveau positionnement. Et puis le secteur des services, donc avec une nouvelle stratégie de la promotion des services. Et puis des questions transversales, donc qui intéressent bien évidemment tous les secteurs, qui concernent tous les secteurs. Quelle politique de R&D, quel système national d'innovation en Tunisie, quelle politique d'intégration, faut-il diversifier aujourd'hui nos partenaires, ou est-ce que nous avons 80% de nos échanges qui se font avec l'Europe, d'accord? Donc, quelle est la stratégie donc, en termes de partenariat? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos accords donc, bilatéraux donc, signés donc, par donc, les gouvernements donc, avant la révolution donc, avec donc, les partenaires européens? Et puis, quelle politique de R&D donc, pour les aider? Donc voilà les questions donc, que j'estime intéressantes donc, pour les débats. Voilà, je vous remercie.